Dans un monde où la science a réussi à percer les secrets de l'univers, de nombreux mystères restent encore à expliquer. Récemment, des scientifiques ont découvert une ancienne pièce archéologique. Tout ce que nous pensions savoir depuis des milliers d'années semble remettre en question tout ce que nous comprenons sur l'histoire, la technologie et même les limites de la compréhension humaine. Ces découvertes ne sont pas de simples cas curieux, ce sont des énigmes qui ont laissé perplexes les esprits les plus brillants. Dans cet épisode, nous vous présenterons les découvertes les plus surprenantes qui ont déconcerté les scientifiques. Numéro 1. Une avancée archéologique surprenante en Amazonie équatorienne a révélé un vaste réseau de villes anciennes datant de plus de 2500 ans. Cette découverte révolutionnaire, menée par l'archéologue Stephen Rostin et son équipe, remet en question les perceptions traditionnelles de la forêt amazonienne comme une nature sauvage, révélant un paysage urbain sophistiqué qui s'épanouit en harmonie avec son environnement. Grâce à la technologie LIDAR avancée, les chercheurs ont scanné la dense forêt amazonienne et découvert environ 6000 plateformes rectangulaires et un système routier complexe s'étendant sur 300 km². Ces villes, construites autour de places et de centres cérémoniels, ont démontré un niveau de conception urbaine et d'ingénierie similaire à celui des civilisations anciennes comme Rome. Les routes, certaines mesurant jusqu'à 10 mètres de large et s'étendant jusqu'à 25 km, ont été planifiées avec précision en ligne droite reliées à angle droit, démontrant une compréhension sophistiquée de l'adaptation au paysage. Cette découverte se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son âge. Ces villes sont antérieures d'environ 1000 ans à tout autre site amazonien complexe connu, florissant à partir d'environ 500 avant JC. Jusqu'à son mystérieux abandon entre 300 et 600 après JC. À leur apogée, ces villes auraient pu abriter jusqu'à 30 000 habitants, ce qui en faisait de grands centres métropolitains comparables à Rome, Londres. La civilisation qui prospérait dans ces villes, probablement les cultures Kilo et Upano, était hautement spécialisée. Ils ont utilisé des pratiques agricoles innovantes, cultivant du maïs, des patates douces et des haricots dans des champs en terrasse. Cette gestion durable des terres reflète leur profonde connaissance de l'environnement et contribue à préserver les techniques agricoles des communautés autochtones actuelles de la région. Au-delà de sa valeur archéologique, cette découverte remet en question les récits historiques de l'ère coloniale en montrant des civilisations avancées qui prospéraient en Amazonie bien avant le contact européen. Il souligne la nécessité de maintenir et de comprendre les connaissances et les traditions autochtones qui ont façonné la région amazonienne au fil des millénaires. À mesure que l'intérêt pour la vallée du Pano se développe, les activités d'écotourisme et de conservation gagnent du terrain. La vallée, avec ses vues imprenables sur la rivière Upano, ses imposantes falaises et le volcan Sangay adjacent, présente un potentiel de destination future pour les voyageurs désireux de voir ces merveilles anciennes par eux-mêmes et de participer à l'héritage vivant des peuples amazoniens. Numéro 2. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, ce complexe massif culmine à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche, composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question reste de savoir comment elle a été transportée et sculptée de manière complexe en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque. L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag, qui imitent les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas.
La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Vince Lee, ont tenté de reproduire la précision des maçons incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 3. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations mésoaméricaines. Reconnu pour ses pyramides monumentales, telles que la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicains ou les Aztèques, mais est antérieure à eux de plusieurs siècles. À son apogée, dans la première moitié du premier millénaire, elle était la plus grande ville des Amériques, abritant plus de 125 000 habitants et l'une des 6 plus grandes villes du monde à l'époque, couvrant une superficie de 20 mètres carrés. Teotihuacan était le cœur de la région, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment celui des outils en obsidienne, et culturellement grâce à ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant JC, et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après JC. Cependant, vers 550 après JC, la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des 7e et 8e siècles, probablement en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux lieux cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes de Mésoamérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Teotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques en pisé et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre courants dans la région. Malgré sa taille et sa planification, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un état théocratique ou collectif, comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire. L'influence de Teotihuacan s'est répandue dans toute la Mésoamérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Teotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Teotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Le nom original de la ville fait également l'objet de débats, certaines théories suggérant qu'elle était connue sous le nom de « Ville du Soleil » plutôt que de « Ville des Dieux ». Numéro 4. La ville-forteresse de Machu Picchu est l'une des découvertes les plus charmantes faites au Pérou. Cette ville rocheuse a été découverte pour la première fois en 1911 par l'historien et explorateur américain Hiram Bingham. Depuis lors, plusieurs découvertes fascinantes ont été faites ici, mais la plus excitante d'entre elles est peut-être la porte secrète découverte en 2010. C'est l'ingénieur français Thierry Jamin qui a été le premier à remarquer cette porte fermée dans la partie urbaine du Machu Picchu.
Excité de découvrir quel mystère se cachait derrière ces portes, Jamin a contacté l'explorateur français David Crespi pour enquêter. Crespi avait apporté avec lui un équipement spécial qui utilisait des rayons infrarouges pour scanner les pierres épaisses afin qu'il puisse au moins savoir ce qui se cachait derrière cette porte en pierre. Lorsqu'ils l'ont finalement scanné, ce qu'ils ont découvert était assez surprenant. Crespi et Jamin avaient localisé un mausolée spécial auquel on pouvait accéder par un escalier qui partait directement de cette porte. On pensait que c'était le dernier lieu de repos de Pachacutec, le souverain Inca qui a ordonné la construction du Machu Picchu. Mais cerise sur le gâteau, ils ont également découvert un trésor de métaux précieux à l'intérieur du mausolée. Leur excitation ne pouvait être contenue, et sans perdre de temps, Crespi et Jamin envoyèrent des demandes d'autorisation pour retirer les pierres recouvrant la porte et examiner ce qu'il y avait à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, sa demande a été refusée. Les autorités du Machu Picchu ont affirmé que le retrait des pierres compromettrait l'intégrité de l'ensemble de la structure, ce qui signifie que l'ensemble pourrait s'effondrer. Et comme ils ne voulaient pas prendre ce risque, les fouilles ont été annulées. Numéro 5. Dans le sud d'Israël, des archéologues ont découvert une poterie très ancienne avec des inscriptions. Cette pièce, vieille d'environ 3100 ans, contient 5 lettres qui pourraient former le nom Jobal ou Jobal. Dans la Bible, Jobal est un autre nom pour un leader nommé Gédéon. C'est la première fois que ce nom est découvert en dehors de la Bible, ce qui suscite l'enthousiasme des archéologues, même s'ils ne savent pas s'il s'agit de Gédéon lui-même. L'équipe a trouvé cette poterie ancienne dans la forêt de Shaharia en 2019. Ils ont déterminé son âge en la comparant avec d'autres poteries et en utilisant des tests spéciaux. La poterie remonte à environ 1100 avant JC, ce qui coïncide avec la période mentionnée dans le livre des Juges de la Bible. Ce livre raconte l'histoire des Israélites depuis leur arrivée en Canaan jusqu'au couronnement de Saül comme roi. Les chercheurs Youssef Garfinkel et Saher Gané de l'université hébraïque trouvent intéressant de trouver le nom Jobal dans la Bible sur des artefacts réels, mais ils notent également que ce nom pourrait appartenir à un autre Jobal, puisque Gideon aurait vécu loin de l'endroit où il a été trouvé. Point la cruche. Le pot, qui pouvait contenir environ 1 litre, pouvait contenir quelque chose de précieux comme de l'huile, du parfum ou des médicaments. L'inscription sur le pot comporte des lettres et des parties d'autres lettres, ce qui suggère qu'il y avait d'autres écrits qui sont maintenant perdus. Numéro 6. En 2023, lors d'une inspection environnementale d'Energa 1, une société gazière, une ancienne épave a été découverte alors qu'ils cherchaient des zones à protéger avant de construire un nouveau gisement de gaz. En examinant les images sonars du fond marin, ils ont vu un groupe de jarres dépassant du fond océanique, conduisant à l'incroyable découverte de l'épave du navire. Le 30 mai 2024, l'archéologue Jacob Charvy de l'autorité israélienne des antiquités et l'expert en environnement Karnat Baharan ont examiné 2 anciennes jarres cananéennes qui avaient été récupérées dans la mer Méditerranée. Ces jarres ont été enterrées à plus d'1 mile de profondeur pendant plus de 3200 ans, appartenant à un navire qui a coulé à l'âge du bronze. Cette épave est unique, car c'est le seul navire de cette époque retrouvé en eau profonde, le reste a été trouvé dans les eaux peu profondes près de la côte. Le navire transportait de nombreuses jarres appelées amphores, utilisées pour stocker des produits tels que l'huile d'olive, le vin et d'autres produits, qui étaient commercialisés en Méditerranée, reliant des pays tels que la Grèce, Chypre et l'Égypte. Les archéologues et une équipe de la compagnie gazière ont travaillé ensemble pour récupérer les bocaux du fond marin, en utilisant un robot spécial pour plonger et les extraire soigneusement. En raison de leur forme et de leur conception, les experts pensent que les jarres datent d'entre 1400 et 1200 avant JC. L'équipe espère en apprendre davantage sur le navire, son équipage et l'origine des bocaux en étudiant les matériaux et le contenu éventuel restant à l'intérieur. Même si les archéologues ne reviendront peut-être pas sur le site, les futurs chercheurs pourraient continuer à travailler et découvrir d'autres secrets cachés dans les profondeurs marines. Numéro 7. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes anciens découverts entre 1947 et 1956 dans des grottes près de Qumran,
sur la côte nord-ouest de la mer Morte. Ils datent d'environ 2000 ans et ont été rédigés en hébreu, araméen et grec, principalement sur parchemin. Bien que la plupart aient été retrouvés sous forme de fragments, les experts ont reconstruit environ 1915 manuscrits. Ceux-ci sont divisés en 3 catégories, bibliques, apocryphes et sectaires. Les textes bibliques comprennent les textes connus les plus anciens de la Bible, tandis que les textes apocryphes et sectaires contiennent des écrits religieux et juridiques. La plupart des experts pensent que les manuscrits appartenaient à une communauté religieuse vivant à Qumran, même si certains ont été copiés ailleurs. Cette découverte est l'une des plus importantes dans l'étude de l'histoire juive, car elle a élargi les connaissances sur la vie en Israël pendant les périodes hellénistiques et romaines, ainsi que sur les débuts du judaïsme et du christianisme. Les premiers manuscrits ont été découverts par des Bédouins en 1947. 3 d'entre eux ont été achetés par l'archéologue Eliezer Sukenik et les 4 autres ont été apportés aux États-Unis par Mar Athanasius Samuel, chef de l'église syro-orthodoxe. En 1954, le fils de Sukenik, Yigael Yadin, les récupéra pour Israël. Entre 1949 et 1956, d'autres fragments ont été découverts par les Bédouins et les archéologues, mais aucun manuscrit n'a été retrouvé depuis. Numéro 8. Des chercheurs israéliens ont trouvé 4 épées romaines très bien conservées dans une grotte près de la mer Morte. Ces épées anciennes, vieilles d'environ 1900 ans, ont été découvertes par une équipe photographiant une ancienne inscription dans la grotte. 3 des épées avaient encore leur fourreau. Les épées étaient cachées dans une crevasse difficile d'accès de la grotte. Les archéologues pensent que les rebelles juifs ont pris ces épées aux soldats romains et les ont ensuite cachées dans la grotte pour une utilisation ultérieure. Elie Escusido, directeur de l'autorité israélienne des Antiquités, a qualifié cette découverte de dramatique et d'excitante. Il a expliqué que l'air sec du désert permettait de maintenir les épées et autres objets en excellent état, comme s'il s'agissait d'une capsule temporelle. La grotte, située au sommet d'une falaise au-dessus de la mer Morte, avait déjà été explorée il y a 50 ans, lorsqu'un fragment portant une écriture hébraïque ancienne a été découvert. L'archéologue Dr Asaf Gaye et son équipe sont retournés dans la grotte pour tenter de lire davantage d'écritures anciennes à l'aide d'appareils photo spéciaux, lorsqu'ils ont trouvé un pilum romain, un javelot et des parties de fourreau en bois. L'équipe a ensuite amené d'autres experts pour explorer la grotte, ce qui a conduit à la découverte des épées. 3 des épées ont été identifiées comme des spata romaines, qui sont de longues épées, et la 4e comme une épée plus courte avec un pommeau annelé. Les épées avaient des manches bien travaillées en bois ou en métal. La découverte de ces épées et du pilum suggère qu'elles ont été prises sur des soldats romains et cachées pour une utilisation ultérieure, peut-être lors de la révolte de Bar Kokhba contre l'Empire romain en Judée. Numéro 9. Également connu sous le nom de Sheikh el-Beled, il était scribe en Égypte à l'époque des 4e et 5e dynasties, il y a environ 4500 ans. Il ne serait pas considéré comme un scribe particulièrement important sans sa statue exceptionnellement réaliste, qui est la statue en bois ancienne la mieux conservée au monde. Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Sheikh el-Beled, sinon qu'il était prêtre lecteur et également scribe dans l'armée du roi. Nous ne savons même pas ce qu'impliquait réellement le fait d'être scribe dans l'armée du roi. De ce fait, on ne saura jamais ce qu'il a fait pour mériter une si belle statue alors que tous les autres hommes de son rang devaient se contenter d'un tombeau assez rudimentaire. Le tombeau de Sheikh el-Beled a été découvert dans la nécropole de Zara par Auguste Mariette au XIXe siècle. Le surnom de Sheikh el-Beled, signifiant « chef du peuple », vient des fouilleurs égyptiens qui travaillaient pour Mariette. Ils pensaient que la statue était identique au vieil homme de la ville d'où il venait. La statue de Sheikh el-Beled, en bois de sycomore et représentant le scribe marchant à l'aide d'un bâton, se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire.